Bienvenue sur Oser, briller, inspirer. Je suis Sabrina, entrepreneur, maman de 2 enfants, mentor mindset et business et survivante du cancer du sein. L'année dernière, j'ai traversé une période intense avec ces traitements. Et aujourd'hui, je suis guérie. Cette épreuve a absolument tout changé. J'ai appris que la résilience, le mindset et l'organisation sont essentiels pour reprendre le contrôle de sa vie, trouver du temps pour ce qui compte vraiment et avancer malgré les défis. C'est ce qui m'a poussée à créer Oser, briller, inspirer. Oser, briller, inspirer. Bienvenue dans la saison 2 du podcast Oser, briller, inspirer. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse de te retrouver. La saison 1, c'était une sorte de laboratoire. J'ai osé, j'ai expérimenté, j'ai parlé de sujets qui me tenaient à cœur. Et toi, tu étais là, tu as écouté, tu m'as parfois écrit pour me dire que mes mots résonnaient en toi. Alors merci. Merci du fond du cœur d'être ici et d'être encore là aujourd'hui. Pour la saison 2, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'échanges. J'ai envie de profondeur, de conversations plus intimes, plus longues, qui prennent le temps de te toucher. Parce que parfois dans nos vies, on court, on survole, on enchaîne et on oublie de s'arrêter vraiment. Alors là, je veux qu'on s'arrête, je veux qu'on respire ensemble. Et pour commencer cette nouvelle saison, je n'ai pas encore eu envie d'une invitée, pas tout de suite, même si tu vas en entendre. Des femmes incroyables, des femmes inspirantes. Mais pour le premier épisode, j'avais envie qu'on démarre ensemble, juste toi et moi. Une vraie conversation, comme si on était assises dans mon salon avec un thé, peut-être un plaid, et qu'on se disait les choses pour de vrai. Le thème d'aujourd'hui, c'est pas un thème facile, c'est oser renoncer. Et rien que ce mot, renoncer, il dérange. Parce qu'on nous a appris que renoncer, c'est échouer. Qu'une femme ambitieuse, elle ne lâche pas. Que si tu abandonnes, c'est que tu n'es pas assez forte. Mais moi, je crois exactement l'inverse. Renoncer, ce n'est pas échouer. Renoncer, c'est choisir. C'est avoir le courage de dire, ça, c'est plus pour moi. Et aujourd'hui, je vais être honnête avec toi. Moi aussi, je renonce. Je renonce à un projet que j'ai porté, que j'ai aimé, qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat, qui a transformé des vies, mais aujourd'hui, il ne correspond plus exactement à mon énergie et à ce que j'ai envie d'offrir aux femmes et au monde. Et j'ai envie de t'expliquer pourquoi. Mais au-delà de mon histoire, on va explorer ensemble ce que signifie renoncer. On va parler du syndrome de l'imposteur, de la peur de l'inconnu, de ce qui se joue dans notre cerveau quand on lâche prise. Et je vais t'inviter à réfléchir à ta propre vie. Parce qu'en fait, c'est pas juste mon histoire, c'est peut-être aussi la tienne. Alors, voilà ma première question pour toi. À quoi est-ce que tu t'accroches encore alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est fini? Ça peut être un projet, une relation un peu toxique. Ne cherche pas forcément la réponse tout de suite. Laisse-la venir. Tu peux même mettre l'épisode sur pause, mais n'oublie pas de revenir. Prendre un carnet, écrire ce qui te vient. Mais garde cette question dans un petit coin de ta tête pendant qu'on avance. Alors pour moi, renoncer, ce n'est pas échouer. Parlons-en. Parce que c'est vraiment la première barrière mentale. Dans notre société, renoncer est vu comme une défaite. Tu n'as qu'à regarder les slogans de motivation. Winners never quit. Les gagnants n'abandonnent jamais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est totalement faux. Les gagnants abandonnent tout le temps. Ils renoncent à de mauvaises habitudes, à des projets qui ne leur ressemblent plus, à des chemins qui ne sont pas les leurs.
Regarde Steve Jobs. Il a renoncé à plein d'idées pour se concentrer sur le design épuré de l'iPhone. Serena Williams, elle a renoncé au tennis de haut niveau pour une autre vie, pour sa famille, pour son business. Est-ce qu'elle a l'air d'une perdante? Non, je crois pas, non. Ça fait d'elle une femme qui choisit. Mais pourquoi c'est si difficile pour nous de renoncer? Parce que notre cerveau déteste l'incertitude. Il préfère une situation médiocre, mais connue, plutôt qu'un avenir meilleur, mais incertain. En psychologie, on appelle ça le biais de statu quo. Et c'est pour ça que tu continues parfois dans un job qui ne t'épanouit pas, dans une relation qui t'éteint, dans une offre qui t'excite plus trop. Pas parce que tu n'as pas de courage, mais parce que ton cerveau flippe, il a peur de l'inconnu. Et pourtant, renoncer, c'est ça qui va créer de l'espace. Imagine que ta vie, c'est un placard. Si tu refuses de renoncer à tes vieux vêtements, ceux que tu ne mets plus depuis 10 ans, comment veux-tu faire de la place pour une nouvelle garde-robe? Tu dois renoncer à certaines choses pour en accueillir d'autres. Ben, c'est pareil dans ton business, c'est pareil dans ta vie, dans tes relations, dans ton quotidien. On va à nouveau faire un petit exercice. Tu prends un carnet, tu traces 2 colonnes. Dans la première, tu écris «Je m'accroche encore à» et note. Tu laisses sortir une habitude, un projet, une relation, une peur. Dans la deuxième colonne, tu écris «Si je renonçais, qu'est-ce que je pourrais accueillir à la place?» À nouveau, tu peux mettre cet épisode sur pause. Pardon, j'ai failli faire renverser mon verre. Tu peux mettre cet exercice sur pause, le faire, ou tu peux dire que tu vas y réfléchir si tu n'as rien encore trouvé. Mais je t'assure que prendre le temps de l'écrire, ça peut tout changer. Maintenant, je vais te parler de mon renoncement à moi. Aujourd'hui, je renonce à Sereine. À Sereine dans l'état dans lequel il est. Évidemment, pour toutes mes clientes qui sont encore là, je reste là. Mais il n'y aura pas de lancement avant 6 mois. Sereine, c'est un peu mon bébé. J'ai vu des dizaines, des centaines de femmes retrouver du temps, de l'énergie, de la légèreté. J'ai vu Bintou expérimenter le batch cooking avec sa fille et réussir des merveilleux gâteaux au chocolat. J'ai vu Magali regarder une première fois les replays, puis après se mettre au batch cooking. J'ai vu des femmes et j'ai entendu des femmes me dire, Sabrina, tu me changes la vie. Je rentre le soir, je m'assois sur mon canapé et je m'ennuie avec mes enfants. On a le temps de faire des jeux de société. Sereine, ça a transformé des vies et ça, j'en suis extrêmement fière. Mais aujourd'hui, Sereine me demande une énergie que j'ai envie de mettre ailleurs. Je ne suis plus aussi excitée à l'idée de faire rentrer des femmes dans ce programme que j'adore. Et ça, c'est un signal assez fort. Parce que tu le sais, si ton cœur n'est pas dedans, ben les résultats ne suivront pas. Alors évidemment, je pourrais m'acharner, continuer pour dire j'ai pas abandonné, mais à quoi ça sert en fait? À quoi bon? Ça serait mentir. Je trouve que ce serait pas cool pour les clientes qui y rentreraient. Sereine va continuer d'exister et je le relancerai quand j'aurai trouvé la formule qui me va et qui va à mes clientes. Alors, pour être aussi tout à fait honnête, aujourd'hui, je choisis de mettre mon énergie ailleurs. Tu sais quoi, c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Parce que parfois, ton business, c'est comme un jardin. Tu peux pas tout arroser en même temps. Si tu veux qu'un arbre grandisse, tu dois accepter que d'autres restent en pause. Et moi, j'ai choisi auteure ambitieuse.
Je t'invite à réfléchir à ça. Quel projet, quelle relation, quelle habitude prends-tu soin d'arroser alors qu'en fait elle te nourrit plus? Et pendant ce temps, quel autre arbre, plus grand, plus fort, attend que tu lui donnes de l'eau? Et pour tout te dire, je le sais, je l'ai expérimenté en janvier lors de ma conférence Le pouvoir de la joie, ma première conférence où je parlais juste de moi. L'inconfort, c'est de là que naît la fierté. Si je regarde en arrière, les moments dont je suis le plus fière, ce n'est jamais ceux où j'étais tranquille dans ma zone de confort. Mais vraiment jamais. C'est toujours quand j'ai osé sortir du connu. C'est là que j'ai eu peur. C'est là où j'ai eu des doutes. Quand j'ai annoncé déjà que j'allais faire une conférence sur mon aventure avec le cancer. Qu'est-ce que j'ai flippé! Combien de fois je me suis demandé, mais qu'est-ce que je faisais là? Et quand j'ai vu ces regards, parfois humides de larmes, ou juste des sourires jusqu'aux oreilles, j'ai su en fait que j'avais eu raison d'y aller malgré la peur ou avec la peur. Quand j'ai traversé cette histoire de cancer, ces chimios, 25 séances de radiothérapie, il y avait aussi eu la mastectomie, il n'y avait rien de confortable là-dedans. Je crois que ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie, mais c'est aussi une des sources les plus profondes de ma puissance. Parce que j'ai découvert à quel point je suis forte. Alors, j'ai lancé des nouvelles offres business. J'avais zéro certitude. Je ne savais pas si quelqu'un allait s'inscrire. J'allais augmenter mes prix comme jamais. J'avais peur de décevoir ces nouvelles clientes, mais j'ai osé. Et les clientes sont venues. Quand j'ai parlé de cash, d'ambition, de sororité, dans un milieu où on attendait de moi que je sois juste la reine du batch cooking, ça a été très inconfortable. Mais c'est aussi ce qui m'a permis de rassembler une communauté de femmes puissantes que je rejoins tous les jours tous les jours, tous les jeudis dans le Paper Club. Et toi, si tu réfléchis, tes plus grandes fiertés, elles viennent d'où? D'un chemin bien balisé, facile, ou d'un moment où tu as osé sauter dans l'inconnu? En psychologie, il y a un concept qu'on appelle la zone proximale de développement. C'est l'espace entre ce que tu sais déjà faire et ce que tu n'as pas encore appris. Et c'est exactement là, dans cet entre-deux un peu inconfortable, que tu grandis le plus. Alors oui, l'inconfort, ça fait peur. Mais l'inconfort, c'est le signe que tu es en train d'évoluer, que tu es en train de grandir. Les scientifiques nous disent que quand ton cerveau rencontre une situation nouvelle et inconfortable, il active ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ça veut dire qu'il crée des nouvelles connexions dans ton cerveau. Tu apprends, tu t'élargis. En gros, ton cerveau ne grandit pas quand tu répètes ce que tu connais déjà, il grandit quand tu es dans l'inconfort. Alors, la prochaine fois que tu sens cette petite boule dans ton ventre, ce trac, cette peur, rappelle-toi que c'est la preuve que tu es en train de créer quelque chose de nouveau. Et là, évidemment, je vais parler du syndrome de l'imposteur. Je crois que c'est l'ennemi public numéro un, celui que toutes les entrepreneurs croisent un moment sur leur route. Franchement, qui ne l'a jamais ressenti? Quand j'accompagne mes premières clientes dans le batch cooking, je me dis, j'ai aucune expérience d'entrepreneuriat et pourtant, j'y vais. Quand pendant ma radiothérapie, mon business fait un x7,
Je me dis, punaise, ça va jamais durer, ça c'est vraiment que de la chance. Quand je lance Auteur ambitieuse en juillet 2024, il y a une petite voix qui me dit, mais si personne s'inscrit, parce que en fait, t'es qui pour accompagner des femmes à écrire leurs livres? Le syndrome de l'imposteur, c'est pas un manque de compétences. Au contraire. Les recherches montrent que plus tu es compétente, plus tu risques de le ressentir, encore plus si tu es une femme. Parce que tu sais tout ce que tu ignores encore. Tu vois l'immensité de ce qu'il te reste à apprendre, mais tu oublies tout ce que tu sais déjà. Une étude menée dans les années 70 euh, nous montre que ce syndrome touche énormément les femmes brillantes, les femmes ambitieuses, les femmes talentueuses. Celles qui de l'extérieur semblent tout avoir, mais qui à l'intérieur se disent, punaise, je fais semblant. Un jour, on va découvrir que je suis une fraude. Et toi, quand est-ce que tu entends cette petite voix? Est-ce que c'est quand tu dois parler d'argent? Est-ce que c'est quand tu te lances dans une nouvelle offre? Ou quand tu postes sur Instagram? Le problème, ce n'est pas la voix, parce qu'elle est toujours là. Le problème, c'est quand tu l'écoutes au point de ne pas oser, au point de t'arrêter. Alors, comment on dépasse ça? D'abord, et je ne cesse de le dire, on arrête d'attendre la confiance. Parce que la confiance ne vient pas avant l'action. La confiance, elle vient après. C'est l'action qui crée la confiance, toujours. Ensuite, on s'entoure. Parce que quand tu es seule, tu as l'impression que tu es la seule à douter. Mais quand tu entends d'autres femmes dire, moi aussi, je doute, je me sens pas légitime, eh ben, on relativise. Tu comprends que c'est pas toi, c'est juste humain. Et puis, on apprend à célébrer ses victoires, même les petites. Parce que ton cerveau, il a besoin de preuves. À chaque fois que tu dis, j'ai réussi ça, tu ajoutes une brique à ton mur de légitimité. Si on faisait ça ensemble maintenant? Tu prends ton carnet, tu écris 3 choses dont tu es fier. Mais vraiment fier, hein? 3 réussites, grandes ou petites. Même si cette petite voix intérieure te dit, oh, mais ça sert à rien du tout. Non, non, non. Tu les écris, tu les relis à haute voix et tu fais ça chaque semaine. Tu verras ton syndrome de l'imposteur diminuer chaque jour un peu plus. Alors oui, j'ai parlé du renoncement, j'ai parlé de l'inconfort. On a parlé de cette petite voix de l'imposteur. Mais il reste une petite invitée surprise. La peur de l'inconnu. C'est elle qui nous bloque le plus souvent. Parce que quand tu renonces, tu ne sais pas exactement ce qu'il y a après. C'est comme sauter dans le vide sans filet. Et pourtant, c'est là que se trouve la magie. Soyons honnêtes. La peur de l'inconnu, c'est ce qui nous freine le plus. Renoncer, c'est pas seulement dire non à quelque chose, c'est aussi dire oui à quelque chose que tu ne vois pas encore. Et ça fait flipper. Moi, en ce moment, je renonce à Sereine pour mettre toute mon énergie sur les auteurs ambitieuses. Est-ce que je sais exactement ce que ça va donner? Pas du tout. Est-ce que ça fait flipper? Évidemment. Mais c'est ça la vérité. La peur de l'inconnu n'est pas un signe que tu fais mal, c'est un signe que tu avances. Et tu veux que je t'explique ce qui se passe dans ton cerveau? Quand tu fais face à quelque chose de nouveau, c'est ton amygdale qui s'active. C'est une petite zone de ton cerveau, vieille de millions d'années, qui gère la peur. Elle envoie un signal, danger. Et ton corps, forcément, il réagit. Ton cœur s'accélère, tu transpires, t'as mal au ventre. Mais voilà, ton amygdale, pour elle, tout ce qui est inconnu, c'est du danger. Mais en réalité, c'est une opportunité. Comme si tu étais face à une porte fermée.
Ton amygdale dit n'ouvre pas, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais ton cortex préfrontal, la partie rationnelle, sait que derrière, il pourrait y avoir un trésor. Et c'est là que tu dois choisir. Écouter la peur ou avancer avec elle. Parce qu'en vérité, on fait jamais disparaître la peur. Elle sera toujours là. La clé, pour moi, c'est de marcher avec elle. La mettre sur la banquette arrière et dire, OK, je t'entends, mais finalement, c'est moi qui conduis. Et si on faisait une petite visualisation? Ferme les yeux. Sauf si tu conduis ou tu es en train de marcher dans la forêt, on va éviter. Imagine-toi sur un chemin. Devant toi, une porte fermée. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu ressens la peur dans ton corps. Et maintenant, imagine que tu poses ta main sur la poignée et que tu l'ouvres. De l'autre côté, il y a une lumière, une opportunité. Peut-être pas encore claire, mais tu sens que c'est là que tu dois aller. Respire et avance. Voilà, c'est ça, marcher avec la peur de l'inconnu. Ok, mais on fait comment concrètement quand on flippe, on sait que la peur, elle est là? Pour moi, la première stratégie, c'est la gratitude. Ça peut paraître bizarre, hein, mais c'est prouvé scientifiquement. Quand tu te connectes à la gratitude, tu actives une autre zone de ton cerveau qui vient calmer l'amygdale. Tu ne peux pas être en mode panique et en mode gratitude en même temps. Donc la prochaine fois que tu as peur, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, pardon. Ça va changer ton état intérieur. La deuxième stratégie, les micro-actions. Ton cerveau a peur du grand saut, mais il peut accepter les petits pas. Si tu veux lancer une nouvelle offre, tu n'es pas obligé d'annoncer tout de suite. Commence par écrire le plan, puis par en parler à une amie, puis à en parler en story. Et petit à petit, tu avances. Troisième stratégie, celle que j'adore et que je pratique beaucoup quand j'ai peur, l'ancrage corporel. Souvent, la peur reste bloquée dans le corps. Bouger, ça aide. Respire profondément, fais 20 squats, va marcher 10 minutes, danse sur ta chanson préférée. Tu vas envoyer un message à ton système nerveux. Je suis en sécurité. J'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu repousses aujourd'hui parce que tu as peur de l'inconnu? Note-le. Et maintenant, écris. Quel est le plus petit pas que je peux faire cette semaine pour aller dans cette direction? Pas un truc de dingue, pas un grand pas, juste un petit pas, parce qu'en fait, la clé, elle est là. Avancer malgré la peur, un pas après l'autre. Tu sais ce que j'adore? Quand la science vient confirmer que ce que l'on ressent est normal. Que ce qu'on ressent intuitivement est peut-être la bonne piste. Il existe un concept en neurosciences, la zone d'apprentissage optimale. C'est un espace entre l'ennui et la panique. Si tu restes trop dans le connu, tu t'ennuies. Si tu vas trop loin dans l'inconnu, tu paniques. Mais entre les deux, il y a une zone parfaite, celle où tu es stimulé juste assez pour apprendre et évoluer. C'est exactement ça, renoncer. Tu sors du connu, mais tu n'es pas en danger. Tu es dans l'espace où la magie se passe. Et devine quoi? Toutes les découvertes, toutes les inventions, toutes les grandes transformations humaines sont nées de gens
qui ont osé aller dans ce petit espace. Alors la prochaine fois que tu sens la peur de l'inconnu, rappelle-toi, c'est ton signe que tu es dans ta zone de croissance. Je vais te partager un secret. Je n'ai jamais attendu de ne plus avoir peur pour agir. Jamais. Quand j'ai écrit mon livre, j'avais peur. Quand j'ai lancé Sereine, j'avais peur. Quand j'ai créé Auteur ambitieuse, j'avais peur. Quand je lance le Paper Club pour la première fois, j'avais quand même moins peur. Quand j'enregistre mon premier épisode de podcast, avant de l'enregistrer, j'ai peur. Et je suis sûre que toi aussi, tu pourrais faire une liste de toutes les choses incroyables que tu as faites alors que tu avais peur. Et si tu le faisais maintenant? Tu écris 3 réussites que tu as eues, même en ayant peur, et tu les relis à voix haute. Ça, c'est ta preuve. Tu sais déjà avancer avec la peur. Tu l'as déjà fait et donc tu peux le refaire. Parce que la vérité, c'est que la fierté ne vient pas de l'absence de peur. Elle vient d'avoir agi malgré elle. Alors aujourd'hui, je veux que tu te rappelles. La peur, c'est une compagne de route. Elle ne disparaît jamais complètement, mais elle ne décide pas pour toi. J'ai envie de te parler maintenant du renoncement et de l'identité. Parlons de quelque chose de plus profond, ce que ça touche en nous quand on renonce. Parce que soyons clairs, renoncer, c'est pas juste changer de projet, c'est pas juste dire je ne relance pas mon programme ou je sors de cette relation. Renoncer, c'est aussi toucher à notre identité. Quand tu lâches quelque chose, c'est comme si tu lâchais une version de toi-même. Et ça peut faire peur et ça peut faire mal. Moi, quand je renonce à Sereine, je renonce pas seulement à mon programme chouchou, je renonce à la Sabrina qui a construit ce programme, qui a mis toute son énergie, son identité de reine du batch cooking, et je laisse partir cette partie de moi. Et en même temps, j'ouvre la porte à une nouvelle version, à la Sabrina éditrice, mentor d'auteurs ambitieuses, de femmes multipotentielles qui s'assument. Et toi? Souvent, on reste coincé parce qu'on a peur de ce vide identitaire. Si je ne suis plus la reine du batch cooking, ben en fait, je suis qui? Si je ne suis plus dans ce job, je suis qui? Et si je ne suis plus dans cette relation, je suis qui? Réfléchis-y. À quelle identité tu t'accroches encore alors qu'elle ne correspond plus à la femme que tu es devenue? Et là, j'ai envie de te dire un truc un peu puissant quand même. Ton identité, ce n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas une étiquette collée sur ton front à tout jamais. Ton identité, elle est vivante et elle évolue avec toi. La psychologie moderne parle de narrative identity, l'identité narrative. Ça veut dire que ton identité, c'est l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Et le truc hyper trop cool, une histoire, ça se réécrit. Alors oui, renoncer, ça peut être douloureux, mais c'est aussi une chance incroyable de réécrire ton histoire. Et si tu transformais ces renoncements en moteur d'ambition? Et si maintenant on changeait complètement de perspective? Et si au lieu de voir tes renoncements comme des pertes, tu les voyais comme des moteurs? Moi, je me rends compte que tous mes grands renoncements ont créé mes plus grands élans. Quand j'ai renoncé à ce job d'assistante de direction dans un cabinet de commissaire aux comptes, ben j'ai créé mon entreprise. Quand j'ai renoncé à vouloir plaire à tout le monde,
J'ai trouvé mes vraies clientes de cœur. Quand j'ai renoncé à la peur d'échouer, j'ai écrit mon premier livre. Et là, quand je renonce à Sereine, j'ouvre la voie pour auteure ambitieuse. La vie, c'est un perpétuel mouvement. Et finalement, si tu ne renonces jamais, tu stagnes. Mais si tu acceptes de laisser partir certaines choses, tu ouvres la porte à des aspirations plus grandes. Allez, on se fait une petite réflexion écrite. Fais la liste de 3 choses auxquelles tu as déjà renoncé dans ta vie. Note ce que ça t'a coûté sur le moment et ensuite note ce que ça t'a permis de faire. Tu vas voir, souvent, ce qui semble être une perte s'est transformé en un gain immense. Par exemple, quand je renonce à mon confort pendant la maladie, je gagne une sorte de calme et de puissance intérieure que je n'aurais jamais imaginé. Quand je renonce à la sécurité financière de mon CDI à mi-temps très très bien payé, je gagne la liberté de créer ma vie. Fais cet exercice. Tu verras que ton cerveau commence à associer le renoncement non plus à la perte, mais à la croissance. Si on faisait encore un petit détour par la science, j'ai fait des recherches. Il y a des études fascinantes sur le lâcher-prise. Les neuroscientifiques ont montré que quand tu renonces consciemment à quelque chose, que ce soit une habitude, une pensée, un projet, tu actives ton cortex préfrontal ventromédian. C'est une zone liée au contrôle des émotions et à la prise de décision. En gros, renoncer, ce n'est pas un signe de faiblesse émotionnelle, c'est un signe de force cognitive. Et il y a un autre phénomène. Quand tu lâches, tu actives le système parasympathique, le mode repos et régénération de ton corps. Ton rythme cardiaque baisse, ta respiration se calme, tu ressens du soulagement. C'est pour ça que parfois, après avoir pris une grande décision de renoncement, tu respires mieux, comme si ton corps disait enfin. Donc la prochaine fois que tu renonces, rappelle-toi, ce n'est pas un abandon, c'est une réorganisation biologique, psychologique, identitaire. Et c'est toi qui reprends le contrôle. On va faire un petit exercice de projection. Qui je deviens en renonçant? Prends ton carnet. Tu écris en haut de la page, si je renonçais à, note ce qui te vient, qu'est-ce que je deviendrais? Puis laisse-toi écrire, sans réfléchir, sans juger. Laisse sortir les images et les mots. Tu peux aussi fermer les yeux et visualiser, toujours pas si tu es au volant ou dans une forêt en train de marcher. Tu t'imagines dans 6 mois, dans 1 an, après avoir renoncé à ce qui ne te sert plus. Qui tu es? Comment tu marches? Comment tu parles? Qu'est-ce que tu oses? Fais confiance à ton imagination parce qu'en fait, elle te montre déjà la femme que tu es en train de devenir. Et je vais prendre forcément mon exemple. Quand je lance Sereine, je me suis identifiée à une femme qui aide les mamans à mieux s'organiser en cuisinant les repas de la semaine en une seule fois. Je redonne du temps aux familles et j'aimais bien dire que tu retrouvais du temps pour faire ce que tu aimes avec ceux que tu aimes. C'était beau, c'était puissant et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, je suis devenue quelqu'un d'autre et pour incarner cette nouvelle version de moi, je dois forcément renoncer à l'ancienne. Alors, je laisse partir l'étiquette de reine du batch cooking et j'endosse pleinement celle de mentor, éditrice,
femme multipotentielle qui accompagne les auteurs ambitieuses à écrire, à publier et surtout à vendre leurs livres. C'est un changement d'identité. Et tu sais quoi? C'est un peu flippant, mais ça me rend aussi extrêmement fière parce que je sens que c'est là que je dois aller. Et toi, dis-moi, quelle identité tu as peur de laisser mourir? Et quelle identité attends-tu d'incarner? Tu sais ce que j'adore avec le renoncement? C'est qu'après la mort, il y a toujours une renaissance. Ouais, renoncer, ça peut sembler ou ressembler à une petite mort. La mort d'un projet, la mort d'une habitude, d'une identité, d'une relation. Et c'est inconfortable. Mais comme dans la nature, quand une graine meurt, elle se transforme en plante. Quand une feuille tombe, c'est pour nourrir la terre et préparer le printemps. Dans ma vie, chaque renoncement a ouvert un nouveau cycle. Quand j'ai renoncé à mon job salarié, j'ai ouvert le cycle de l'entrepreneuriat. Quand je renonce à plaire à tout le monde, j'ouvre le cycle de l'inspiration et de la puissance. Quand je renonce à Sereine, j'ouvre le cycle d'auteur ambitieuse. Et toi, quel cycle attends-tu d'ouvrir, mais que tu bloques encore parce que tu refuses de fermer l'ancien? Je sais, fermer une porte, ça fait peur. Mais si tu n'oses pas fermer, tu restes coincé dans l'entre-deux. Tu n'es plus vraiment dedans, mais pas encore dehors. Et c'est là que tu perds ton énergie. Alors oui, renoncer, ça demande du courage, mais la récompense, c'est cette nouvelle personne que tu vas être, c'est la renaissance. Parce que souvent, quand on renonce, on ressent un mélange étrange, de la peur et du soulagement. Et c'est normal, ton système nerveux est en train de recalculer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. De l'autre côté de la peur, il y a ta puissance. En psychologie, on parle de sentiment d'efficacité personnelle. C'est ta croyance en ta capacité à réussir. Et devine quoi? Cette croyance augmente à chaque fois que tu affrontes une peur et que tu passes à l'action. C'est un peu comme un muscle. Plus tu oses malgré la peur, plus ton sentiment d'efficacité grandit et plus tu deviens puissante. Alors aujourd'hui, si tu es en train de renoncer à quelque chose, je veux que tu saches, la peur est un passage obligé. Mais derrière, il y a ta force, il y a ta liberté et il y a toute la fierté que tu vas ressentir. Allez, on reprend ce carnet. Quelle peur je ressens en ce moment liée à ce que je dois lâcher? Quelle puissance m'attend de l'autre côté si j'ose enfin? Ok, tu renonces, tu lâches. Mais ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une vision. Parce que renoncer sans vision, ça crée juste du vide. Ta vision, c'est ta nouvelle boussole. Et c'est ça qui va attirer tes résultats. Moi, dans ma vision aujourd'hui, il y a des dizaines d'auteurs accompagnés à écrire, à publier et à vendre leurs livres. C'est aussi créer une maison d'auto-édition éthique et puissante. C'est permettre à des femmes de mettre leur voix dans le monde et chaque fois que je me connecte à cette vision, mon énergie revient. Et toi, c'est quoi ta vision? Si tu pouvais imaginer ta vie idéale dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, elle ressemblerait à quoi? Écris-la. Même si ça semble fou. Pour l'instant, on s'en fout du comment, on veut juste y aller. Même si tu sais pas comment. Parce que vraiment, ce qui va guider tes prochains pas, c'est cette vision. La visualisation dirigée, c'est quand tu visualises ta vision, ton cerveau va activer les mêmes zones que si tu la vivais déjà.
Et forcément, ça augmente les chances de la réaliser. Parce qu'en fait, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis. Quand tu fais un cauchemar et que tu te réveilles en sueur, pour ton cerveau, tu étais vraiment en train de vivre ce cauchemar. Alors ce soir, avant de dormir, tu vas prendre 5 minutes pour imaginer ta vision comme si elle était déjà là. Ressens-la, vis-la. Tu verras comme ça change ton énergie. Et si tu es quelqu'un qui est sensible au son, peut-être que tu peux enregistrer cette vision sur ton téléphone et juste l'écouter avant de t'endormir. Voilà pourquoi je choisis de renoncer à Sereine. Parce que ma vision bat plus fort ailleurs. Quand j'accompagne une femme à écrire son livre, je sens que je suis à ma place. Quand je vois une cliente oser poser ses mots, puis publier, puis vendre, ben, je suis remplie de fierté parce que je sais que je l'ai aidée à être là. Alors je choisis. Je choisis de mettre mon énergie dans hauteur ambitieuse. Je choisis de marcher avec ma peur et je choisis de me redéfinir. Je veux que quand une femme se demande, punaise, qui peut m'accompagner à vendre mon livre, qu'elle se dise, mais c'est Sabrina, bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Oser renoncer, en fait, c'est oser s'honorer. On arrive vers la fin de cette longue conversation. Et s'il y a une chose que je veux que tu retiennes, c'est ça. Renoncer, ce n'est pas un échec. C'est un acte d'amour envers soi-même. Quand tu renonces, tu t'honores. Tu dis, je mérite mieux. Tu dis, mon énergie est précieuse. Je choisis de me respecter. Tu sais quoi? C'est une révolution parce qu'on vit dans un monde qui nous pousse à accumuler plus de projets, plus de clients, plus de chiffres, plus de tout. Mais toi, tu oses dire non. Et c'est dans ce non que naît ton vrai oui. Alors la prochaine fois que tu hésites à lâcher, rappelle-toi, renoncer, c'est t'honorer. Je reviens à mes questions. Reprends ton carnet. Et si tu ne peux pas y répondre tout de suite, tu y reviendras plus tard. À quoi est-ce que je m'accroche encore alors qu'au fond, je sais que c'est fini? Qu'est-ce que ça me coûte de continuer en énergie, en temps, en sérénité? Si je renonçais, qu'est-ce que je pourrais accueillir à la place? Quelle identité ai-je peur de laisser mourir? Et quelle nouvelle identité j'attends d'incarner? Quelle peur me bloque aujourd'hui et quelle puissance m'attend de l'autre côté si j'ose? Respire, écris, laisse sortir parce que je crois que ces réponses, elles vont t'accompagner dans les semaines à venir. Si j'ai voulu commencer la saison 2 par ce thème, c'est pas un hasard. Je sais que tu es une femme ambitieuse, que tu as déjà accompli tellement, mais je sais aussi que parfois tu te sens coincée, éparpillée, fatiguée. Et souvent, ce n'est pas parce qu'il faut faire plus, c'est parce qu'il faut renoncer. Renoncer à l'ancien, renoncer à l'inutile, renoncer à ce qui ne t'anime plus pour faire de la place au nouveau et à ce qui te fait vibrer. Moi, je choisis de renoncer à Sereine pour dire un grand oui à hauteur ambitieuse. Toi, je ne sais pas encore à quoi tu vas renoncer, mais je sais une chose. De l'autre côté de ce renoncement, il y a ta liberté, il y a ta joie, ta fierté, ta puissance. Alors, ose. Ose renoncer, ose t'honorer et ose te choisir. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Merci d'avoir cheminé dans ce voyage, de m'avoir écouté et peut-être d'avoir écrit dans ce fameux carnet.
Ce n'est que le début de cette saison 2 et crois-moi, tu n'as pas envie de manquer la suite parce que la semaine prochaine, je reçois une invitée incroyable, une femme inspirante qui va nous partager sa vision et son expérience. Alors abonne-toi au podcast, partage cet épisode à une amie qui a besoin d'entendre qu'elle a le droit de renoncer et qu'elle a le droit de se choisir. Et souviens-toi, ce n'est pas dans ta zone de confort que naît la fierté, c'est quand tu oses. Alors ose briller, ose inspirer et surtout, ose renoncer.